Camille Duret ouvrit les volets de son petit studio à Montreuil, laissant entrer la lumière grise d'un matin parisien. Le ciel semblait suspendu, lourd et indécis, à l'image de sa vie ces derniers mois. À 28 ans, diplômée en administration et autrefois pleine de projets, elle vivait désormais au rythme des refus, des factures empilées et des insomnies. Le silence de son appartement résonnait comme un rappel cruel. Elle était seule, vraiment seule. Il y a 1 an, elle travaillait dans une start-up pleine de promesses, convaincue que c'était le début d'une carrière brillante. Puis la crise était venue, brutale, sourde, laissant derrière elle un bureau vidé en quelques semaines et des adieux précipités. Depuis, Camille enchaînait les entretiens sans succès. Elle avait tout essayé, agence, candidature spontanée, reconversion. Elle avait même envisagé de quitter Paris. Mais quelque chose la retenait ici, une volonté têtue de ne pas fuir, de prouver qu'elle pouvait encore rebondir. Ce matin-là, une notification sur son téléphone la tira de ses pensées. Lumea. Ce nom clignotait sur l'écran comme une bouée. Une entreprise renommée dans le secteur technologique, innovante, dynamique. Elle y avait postulé presque machinalement, sans vraiment y croire. Mais contre toute attente, elle avait été conviée à un entretien. Et aujourd'hui, c'était le jour. Camille passa une main nerveuse dans ses cheveux bruns. Elle avait repassé ses vêtements la veille, choisi une tenue sobre mais élégante. Elle avait relu ses notes, préparé ses arguments, revu ses projets passés. Tout devait être parfait. C'était peut-être sa dernière chance. Son compte bancaire touchait le fond, les rappels de loyer devenaient plus pressants, et même les courses du mois se transformaient en équations impossibles. Elle descendit dans la rue avec son carnet, son sac en bandoulière, et une détermination fragile mais tenace. Dans le métro, elle fixait son reflet dans la vitre, essayant de masquer l'ombre sous ses yeux avec un sourire discret. Autour d'elle, les visages fatigués défilaient, anonymes, emportés par l'agitation du matin. Arrivée devant le bâtiment de Lumea, dans le 11e arrondissement, elle inspira profondément. L'immeuble était moderne, vitré, presque intimidant. À l'accueil, une hôtesse lui demanda son nom avec amabilité. On lui tendit un badge, puis on l'invita à patienter dans un salon minimaliste aux fauteuils clairs. D'autres candidats attendaient aussi, chacun absorbé dans son téléphone ou ses notes, le regard tendu. Quand vint son tour, Camille se leva d'un bond. L'entretien eut lieu au 5e étage, dans une salle vitrée avec vue sur les toits. 3 personnes l'attendaient, une responsable RH, un chef de projet et un analyste technique. Ils posèrent des questions précises, parfois abruptes, mais Camille répondit avec clarté. Elle parla de son expérience, de ses échecs, sans jamais chercher à les maquiller. Elle mit en avant sa capacité d'adaptation, sa rigueur, son goût du travail bien fait. Pendant qu'elle parlait, elle sentit un regain d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'être entendue, comprise. Lorsqu'elle quitta la pièce, les 3 interlocuteurs lui sourirent poliment. Elle ne savait pas si c'était bon signe, mais elle choisit d'y croire. En descendant l'ascenseur, son cœur battait vite. Elle se permit un soupir, puis sortit dans la rue, soudain éblouie par une éclaircie inattendue. Elle marcha quelques mètres, se dirigeant vers un petit café à l'angle de la rue, ses jambes encore tremblantes. Elle s'installa en terrasse, commanda un thé, puis sortit son téléphone. Juste un regard pour vérifier. Un seul. Et là, le message était déjà là. Reçu il y a 10 minutes. L'objet, votre candidature chez Lumea. Son estomac se contracta. Elle cliqua. Madame Duret, nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez porté à notre entreprise. Après examen attentif de votre profil, nous sommes au regret de vous informer que vous n'avez pas été retenu pour le poste. Les mots flottaient devant ses yeux. Tout s'effondra. Elle n'avait pas été prise. Encore. Malgré tous ses efforts, malgré cette once d'espoir qu'elle avait osé laisser grandir. Le thé arriva, mais elle ne le toucha pas. Elle resta là, immobile, incapable de bouger. Finalement, elle se leva, laissant la tasse intacte. Elle marcha sans but précis, traversant les rues comme une somnambule. La place de la République s'étendait devant elle, vivante, bruyante. Elle n'entendait rien. Elle avançait, engourdie, quand soudain, un choc brutal la fit vaciller. Elle venait de percuter un homme pressé. Des papiers s'envolèrent, un porte-document tomba au sol. Camille recula d'un pas, confuse. « Pardon, je suis désolée », murmura-t-elle sans lever les yeux.
L'homme la regarda brièvement, surpris, mais ne dit rien. Il ramassa ses affaires rapidement, puis s'éloigna d'un pas vif. Camille, elle, continua sa marche, le regard vide, sans se douter un seul instant que ce bref accident allait marquer un tournant dans sa vie. Elle venait de croiser Étienne Morel, mais pour l'instant, elle ne le savait pas encore. Le froid semblait s'être installé jusque dans sa poitrine. Camille marchait lentement, son sac ballottant contre sa hanche, ses pensées embrouillées par la déception qui venait de la frapper. Autour d'elle, Paris continuait sa cadence frénétique. Les vélos slalomaient entre les taxis, les piétons pressèrent le pas pour éviter les gouttes fines d'une pluie en suspension, les sirènes lointaines des ambulances se mêlaient aux klaxons impatients. Mais pour elle, tout paraissait lointain, comme étouffé derrière une vitre invisible. Elle avait relu le message une deuxième fois, puis une troisième, comme si les mots pouvaient se réarranger d'eux-mêmes et offrir un autre sens. Mais il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était une fin de non-recevoir, sèche, impersonnelle, standard, une formule qu'elle connaissait par cœur à force de la lire dans toutes les déclinaisons possibles depuis plusieurs mois. Pourtant, cette fois, elle y avait cru. Elle s'était dit que peut-être, avec tout ce qu'elle avait donné, avec l'honnêteté dont elle avait fait preuve, quelque chose allait changer. Et maintenant, c'était encore un non, un de plus. Peut-être le dernier qu'elle était capable d'encaisser. Le ciel s'assombrissait lentement au-dessus de la place de la République. Camille s'y trouvait désormais, au centre de cette esplanade que les manifestants, les rêveurs et les solitaires occupaient tour à tour. Elle n'avait pas prévu d'y venir. Ses pas l'avaient menée là sans intention, simplement parce qu'elle ne savait pas où aller d'autre. Son regard se perdait sur les pavés humides et elle s'arrêta un instant pour respirer. Mais même cela devenait difficile. Elle se mit à marcher à nouveau, plus vite cette fois, comme si elle pouvait fuir l'émotion qui montait en elle. Les larmes n'étaient pas encore là, mais elle les sentait tout près, prêtes à exploser au moindre mot, au moindre regard de travers. Et c'est à ce moment-là, alors qu'elle tournait dans une rue adjacente, qu'elle heurta violemment un homme. Le choc fut net. Camille recula, déséquilibrée. Lui, en costume bleu foncé, venait visiblement de sortir d'un rendez-vous ou d'une réunion importante. Ses documents s'éparpillèrent sur le trottoir, certains glissant jusqu'au caniveau. Camille balbutia immédiatement, incapable de cacher sa détresse. « Pardon, je ne regardais pas. » Elle ne termina pas sa phrase. Elle ne leva même pas les yeux. Son corps s'agenouilla presque automatiquement pour ramasser les feuilles, tandis que l'homme s'accroupissait aussi, silencieux. Ils touchèrent en même temps le même dossier, leurs doigts se frôlant brièvement. Camille recula aussitôt. Elle ne voulait pas qu'on la voie. Pas comme ça. Pas à cet instant où elle se sentait si vulnérable, si petite. « Ce n'est rien », dit simplement l'homme, sa voix calme mais rapide, presque distante. Elle murmura un dernier « Excusez-moi », puis s'éloigna, sans chercher à comprendre qui il était, sans se retourner. Elle sentait encore le tremblement dans ses mains, le poids du refus qui écrasait tout en elle. Elle marcha plusieurs minutes sans s'arrêter, s'éloignant des boulevards, passant devant des vitrines floues, des arrêts de bus bondés, des enfants sortant de l'école, main dans la main avec leurs parents. Chaque image, chaque fragment de vie lui rappelait qu'elle, pour l'instant, restait à l'arrêt. Quand elle arriva enfin chez elle, l'odeur du renfermé lui sauta au visage. Elle jeta son manteau sur la chaise, défit ses chaussures et s'effondra sur le canapé, incapable de se lever. Le message de Luméa restait ouvert sur son téléphone, écran lumineux posé à côté d'elle comme une blessure qu'on ne peut pas ignorer. Elle pensa à l'entretien, à toutes les heures qu'elle avait passées à s'y préparer, à la nuit blanche de veille où elle avait répété ses réponses à voix basse, seule, dans cette même pièce. Son regard se posa sur une pile de lettres posées près de l'entrée. Elle savait déjà ce qu'elles contenaient, des relances, des avertissements, des échéances dépassées. Mais elle ne les ouvrit pas. Pas ce soir. Ce soir, elle voulait juste que tout s'arrête, qu'on lui laisse un instant de répit. Mais même le silence devenait trop lourd. Elle se leva finalement pour se servir un verre d'eau. En passant devant le miroir de la salle de bain, elle s'arrêta. Ce qu'elle vit ne lui plaisait pas. Ses traits tirés, ses cernes violacées, ses yeux rougis par l'épuisement. Où était passée la femme sûre d'elle, ambitieuse, capable de défendre ses idées face à n'importe quel comité? Elle avait disparu quelque part entre les factures et les refus automatiques, effacée peu à peu par l'usure. Camille retourna dans le salon et s'allongea. Elle resta là longtemps, fixant le plafond.
Une phrase revenait sans cesse dans sa tête. « Vous n'avez pas été retenu », comme un verdict, comme une sentence. Puis d'autres pensées s'ajoutèrent, toutes aussi cruelles. Et si elle n'était pas faite pour ce milieu? Et si tous ses efforts n'avaient servi à rien? Peut-être qu'elle s'était trompée sur elle-même depuis le début. Au milieu de ses doutes, une image revint sans prévenir, celle de l'homme du trottoir. Il avait quelque chose de particulier, mais Camille n'aurait su dire quoi. Peut-être son regard, ou la façon dont il avait ramassé les papiers sans s'énerver, malgré l'évidence de son emploi du temps chargé. Il n'avait pas râlé, ne l'avait pas toisé avec mépris, comme d'autres l'auraient fait. Il avait simplement continué son chemin. Elle repoussa l'image. Ce n'était pas important, ce n'était qu'un inconnu, une autre personne qu'elle ne reverrait jamais. Demain, elle devrait recommencer. Chercher une autre offre, envoyer un autre CV, rédiger une autre lettre de motivation. Elle devrait puiser dans des forces qu'elle ne savait plus où trouver. Mais pour ce soir, il n'y avait plus rien à faire. Elle s'endormit habillée, dans une lumière tamisée, le téléphone toujours allumé à côté d'elle. Le message de refus s'y affichait encore, obstinément. Dans les bureaux vitrés du siège de l'UMEA, au cœur du 11e arrondissement, Étienne Morel traversait le couloir d'un pas rapide. L'odeur subtile du café frais s'échappait de la cafétéria, tandis que des bribes de conversation technique flottaient dans l'air. Il était à peine 9 heures du matin, mais Étienne avait déjà enchaîné 2 réunions. Comme à son habitude, son costume bleu impeccablement taillé contrastait avec la décontraction vestimentaire de ses équipes. Il n'y attachait pourtant pas tant d'importance, c'était un réflexe, une carapace, un moyen de garder la distance nécessaire avec le monde qu'il dirigeait. Son esprit, cependant, était ailleurs. Depuis la veille, quelque chose le dérangeait, une sensation qu'il n'arrivait pas à nommer. Le choc soudain avec une jeune femme dans la rue, alors qu'il rentrait précipitamment de rendez-vous, n'avait duré que quelques secondes. Mais l'image de son visage restait figée dans sa mémoire. Elle n'avait presque rien dit. Un simple « pardon ». Et elle était partie comme une ombre. Pourtant, il se souvenait distinctement de son expression. Un mélange de dignité brisée et de lassitude profonde, comme si elle portait un poids bien trop grand pour sa silhouette menue. Il tenta de chasser cette image en rejoignant son bureau, mais la sensation persistait. Une intuition peut-être, ou alors une de ces perceptions fugitives auxquelles il refusait en général d'accorder trop d'importance. Étienne était un homme de logique, de faits. Son parcours en était la preuve. Fils d'un cadre de la fonction publique et d'une enseignante, il avait gravi les échelons un à un, sans raccourci, sans héritage, seulement avec une discipline de fer et une obsession constante de construire quelque chose de solide. Il s'installa derrière son large bureau en bois clair et ouvrit son ordinateur. Les dossiers s'empilaient dans sa boîte de réception, mais un en particulier attira son regard. Le récapitulatif des entretiens menés la veille. Il cliqua dessus par automatisme, sans y chercher quoi que ce soit de précis. Pourtant, en faisant défiler la liste des candidats, un nom le stoppa net. Camille Duret. Son regard s'arrêta là. Étienne cliqua sur son dossier. La photo d'identité jointe au CV s'afficha et il la reconnut immédiatement. C'était elle, la femme de la veille, celle qu'il avait heurtée dans la rue et qui était partie avec cette expression gravée sur le visage. Il relut le résumé de son entretien, les notes des recruteurs. Les commentaires étaient neutres, convenus, presque bâclés. Profil intéressant, mais pas assez d'initiative, avait noté l'un. Manque de projection stratégique, avait ajouté un autre. Pourtant, son CV montrait une expérience solide, notamment dans une start-up qui, bien que récemment fermée, avait été remarquée pour plusieurs projets innovants. Étienne se sentit soudain mal à l'aise. Il connaissait les biais, les erreurs de jugement. Il les combattait autant que possible. Mais il savait qu'il se glissait partout, même dans les processus les mieux rodés. Il demanda à sa secrétaire de lui imprimer l'intégralité du dossier de Camille. Elle s'exécuta sans poser de questions, habituée aux lubies discrètes de son patron. Étienne prit les feuilles, les relut attentivement. Il découvrit qu'elle avait participé à des initiatives précises qui recoupaient certains axes de développement que l'UMEA voulait explorer dans les mois à venir. En particulier, un projet de gestion participative dans une application destinée aux collectivités locales. Il s'en souvenait, car un partenariat similaire était actuellement à l'étude chez l'UMEA. Il relut ses notes personnelles. Elle avait mentionné ses expériences, mais personne n'avait approfondi. Le temps manquait. Les entretiens avaient été enchaînés rapidement.
Étienne sentit une pointe d'agacement. Comment avait-elle pu être écartée aussi vite? Pourquoi n'avait-on pas cherché à creuser davantage? Il savait que parfois, le rythme effréné du recrutement faisait passer à côté de profils intéressants. Mais cette fois, ça semblait être plus qu'une simple omission. Une opportunité avait été perdue et il ne savait pas encore s'il était trop tard pour la rattraper. Il prit son téléphone, hésita. Il n'était pas censé intervenir dans le recrutement au point de recontacter un candidat rejeté. Cela créerait un précédent. Et puis, il n'avait aucune raison officielle de le faire. Sauf que cette fois, il sentait que cela allait au-delà des règles. Ce n'était pas une faveur ni un geste de charité. C'était une intuition professionnelle. Camille Duret avait quelque chose à dire, quelque chose que personne n'avait pris le temps d'écouter. Étienne se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. De là, il voyait les toits de Paris, la ligne grise de l'horizon et la silhouette lointaine de la colonne de Juillet à Bastille. Il pensa à ses débuts, à ses propres entretiens ratés, aux humiliations silencieuses qu'il avait dû encaisser avant de devenir ce qu'il était aujourd'hui. Il se demanda si quelqu'un, à l'époque, avait perçu chez lui ce potentiel invisible que seuls quelques rares regards savent capter. Il retourna à son bureau, ouvrit un nouvel onglet sur son navigateur. Il tapa le nom de Camille, chercha sur les réseaux professionnels. Elle y était bien. Peu d'activités récentes, mais une page sobre, précise. Il nota qu'elle n'avait encore rien publié depuis plusieurs mois. Étienne savait ce que cela signifiait. La lassitude, l'attente qui s'éternise, la crainte de s'exposer dans un monde où le silence des autres devient parfois plus violent qu'une critique directe. Il referma l'ordinateur et s'adossa à son siège. Il n'avait pas encore décidé ce qu'il allait faire. Mais une chose était sûre, il ne pouvait pas simplement classer ce dossier. Camille Duret n'était pas juste une candidate parmi d'autres. Quelque chose dans sa posture, dans ses mots, ou même dans ce simple pardon lancé dans la rue, lui avait parlé. Et cette voix silencieuse, il n'était pas encore prêt à l'oublier. Le claquement sec de la porte d'entrée résonna dans le petit studio de Camille, alors qu'elle rentrait les épaules affaissées, le pas traînant. Depuis son retour de l'entretien chez Luméa et ce refus brutal, les heures s'étaient succédé sans distinction, marquées seulement par le silence de l'appartement, le clignotement régulier de la box Internet et les soupirs échappés malgré elle. Elle avait dormi un peu, sans vraiment reposer son esprit, et ce matin, elle s'était levée avec l'estomac noué et un sentiment d'urgence plus pressant que jamais. Assise à sa table bancale, elle avait tenté de faire une nouvelle liste d'entreprises où postuler. Mais chaque nom lui paraissait creux, chaque perspective lointaine, comme si le monde du travail se refermait sur elle à chaque tentative. Elle n'avait presque rien mangé depuis la veille, seulement quelques biscuits trop sucrés et un café réchauffé 3 fois. En ouvrant la boîte aux lettres, elle avait immédiatement reconnu l'enveloppe blanche officielle, celle qu'elle redoutait depuis des semaines. Elle la glissa dans son sac sans l'ouvrir, mais en rentrant, elle la posa sur la table comme une pièce à conviction. Elle la fixa longuement, espérant que le papier disparaisse de lui-même. Puis, dans un geste rapide, elle déchira l'enveloppe et lut la notification. C'était une mise en demeure. Le propriétaire lui accordait 7 jours pour régulariser le paiement d'une partie du loyer, faute de quoi une procédure de résiliation de bail serait engagée. 7 jours, 1 semaine. Elle n'avait même pas de quoi couvrir un tiers de la somme exigée. Ses économies étaient épuisées. Sa dernière indemnité chômage venait de tomber, bien insuffisante pour faire face aux dépenses qui s'accumulaient. Elle sentit la panique monter, une chaleur désagréable envahir sa poitrine, puis sa gorge. Camille se leva d'un bond, marcha en rond dans le studio, tenta de réfléchir. Il fallait trouver une solution, immédiatement. Elle sortit son ordinateur, ouvrit plusieurs plateformes de missions temporaires, tapa frénétiquement Emploi urgent Paris, Job immédiat, besoin d'argent rapide. Les annonces défilaient, serveuse, livraison à vélo, aide ménagère, call center. Elle postula à tout, sans distinction, ajoutant parfois une ligne de motivation, parfois rien. Elle n'avait plus le luxe de sélectionner. Elle envoya une vingtaine de candidatures en 2 heures, puis resta figée devant l'écran. Rien ne bougeait. Aucune réponse. Le silence numérique était assourdissant. Elle se leva, attrapa sa veste et sortit, déterminée à se présenter directement dans quelques établissements. Elle parcourut le quartier à pied, s'arrêtant dans les cafés, les boulangeries, même dans une laverie automatique. Partout, on lui répondit avec la même politesse distante « Non, désolé, nous avons déjà du personnel. »
Ou pire, laissez votre CV, on vous rappellera. Elle savait ce que cela signifiait. Ils ne rappelèrent jamais. De retour chez elle, épuisée, elle retrouva plusieurs appels manqués. Clara, son amie de toujours, avait laissé 3 messages. Camille hésita à rappeler. Elle savait que Clara l'aiderait sans poser de questions, mais elle ne voulait pas encore. Elle refusait de dépendre de quelqu'un, même temporairement. Elle voulait mériter ce qu'elle reconstruirait. Elle voulait se battre seule, prouver qu'elle pouvait tenir. Elle finit par envoyer un message bref. « Je vais bien, juste un peu occupée, je t'appelle bientôt. » C'était un mensonge, mais c'était plus facile à écrire que de dire la vérité. La nuit tomba sans prévenir, et Camille resta allongée sur le canapé, le regard fixé sur le plafond. Les heures passaient, et elle ne parvenait pas à s'endormir. Elle avait tenté d'écouter un podcast, de lire quelques pages d'un vieux roman, mais rien ne captait vraiment son attention. Ce n'était pas seulement la peur du lendemain, c'était l'usure du présent. Chaque jour se ressemblait, chaque espoir déçu la vidait un peu plus. Vers 2 heures du matin, elle consulta à nouveau sa boîte mail. Aucune réponse, même pas un accusé de réception. Elle songea à vendre quelques objets personnels. Son ordinateur portable, son appareil photo, quelques meubles. Elle avait déjà mis en ligne une annonce pour sa table basse, mais aucun acheteur ne s'était manifesté. Vendre devenait une nécessité. Elle commença à faire l'inventaire mental de ce qu'elle pouvait sacrifier. Tout semblait dérisoire face à la somme à réunir. Le lendemain, elle retourna en ville, frappa aux portes de quelques agences d'intérim, la voix tremblante mais déterminée. On lui demanda d'attendre, de remplir des formulaires, de revenir dans quelques jours. « Nous n'avons rien pour l'instant. » Le refrain revenait, inlassable. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta devant une vitrine vide, y vit son reflet. Cheveux en bataille, manteau usé, regard éteint. Elle ne se reconnaissait plus. En rentrant, elle trouva une nouvelle note sous sa porte. Une relance du propriétaire, rédigée à la main cette fois. Le ton était plus sec. « Sans paiement d'ici vendredi, nous n'aurons d'autre choix que de contacter les autorités compétentes. » Elle relut la phrase 3 fois, incapable de respirer correctement. Vendredi. C'était dans 5 jours. Ce soir-là, Clara rappela encore. Camille, cette fois, décrocha. Elle ne voulait pas parler, mais la voix familière de son amie brisa le mur qu'elle tentait de maintenir. Clara n'insista pas. Elle lui dit simplement « Viens chez moi. Tu n'as pas à vivre ça seule. Il y a une chambre, tu le sais. Tu restes le temps qu'il faut. » Mais Camille refusa encore, doucement, mais fermement. Elle s'accrocha à ce qu'il lui restait de fierté, même si elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Elle savait que le moment viendrait peut-être où elle n'aurait plus le choix. Mais pas encore. Pas tant qu'il lui restait une seule option. Elle se coucha en silence, serrant son téléphone contre elle comme s'il pouvait contenir une solution. Dans l'obscurité, les mots du courrier tournaient en boucle dans son esprit. 7 jours, puis 5, puis peut-être plus rien. Ce soir-là, Camille comprit qu'elle touchait le fond. Mais quelque part dans cette certitude amère, une infime résistance demeurait. Le bureau d'Étienne Morel baignait dans une lumière pâle, filtrée par les stores à moitié baissés. La matinée avançait, les couloirs bruissaient de conversations discrètes, mais il restait immobile, absorbé par les feuilles étalées devant lui. Le dossier de Camille Duret occupait la moitié de son bureau, ses expériences, ses lettres de motivation, ses anciens projets. Il relisait tout, lentement, comme s'il cherchait à comprendre une phrase écrite dans une langue cachée. Ce n'était pas son habitude de revenir sur une candidature rejetée, encore moins de s'y attarder. Mais depuis qu'il avait reconnu son visage parmi ces pages, quelque chose s'était déclenché en lui. Une curiosité calme mais tenace, un besoin de vérifier qu'il n'avait pas laissé passer quelque chose d'important. Il ouvrit le rapport du service de ressources humaines. Les commentaires s'y succédaient, tous convenablement formulés, mais vides. On disait que la candidate manquait d'assurance, qu'elle semblait fatiguée, peu dynamique. Étienne fronça les sourcils. Il savait que la fatigue n'était pas toujours le signe d'un manque de compétences. Il connaissait trop bien cette expression de lassitude que portent ceux qui ont dû se battre trop longtemps pour qu'on les écoute. Il en avait vu d'autres comme elle, des candidats invisibles dont le potentiel ne sautait pas aux yeux, mais qui portaient une profondeur rare, forgée par l'échec et la persévérance. Il referma le dossier et alluma son ordinateur. En consultant les archives du recrutement, il découvrit que Camille avait travaillé sur un projet de restructuration dans une petite start-up,
un projet audacieux de gestion participative des ressources. Les notes internes de cette période, accessibles en ligne, témoignaient d'une réussite honorable malgré les moyens limités. Étienne relut certains extraits, des articles de presse de l'époque, des retours d'anciens collaborateurs. Tout confirmait la même chose. Camille Duret avait été une pièce maîtresse du projet, une de celles qui portent des idées et rallie les autres autour d'une vision. Comment avait-elle pu passer inaperçue ici? Il se leva, fit quelques pas vers la baie vitrée. Dehors, la ville s'étendait, traversée par le bruit des moteurs et le rythme précis de la vie professionnelle qu'il dirigeait, qu'il façonnait presque sans y penser. L'humain prospérait, mais il savait que l'innovation n'était rien sans les personnes capables de la nourrir d'émotions et de lucidité. Il pensa aux profils qu'il avait croisés ces derniers mois, brillants mais interchangeables, pleins de diplômes et de discours parfaits. Camille, elle, semblait différente, pas dans sa technique mais dans sa manière d'en parler. Son dossier respirait la sincérité d'une femme qui avait connu la fragilité du travail, pas seulement ses triomphes. Étienne retourna s'asseoir et prit une grande inspiration. Il décida de revoir les évaluations individuelles de l'entretien. Les notes étaient moyennes, mais un détail l'arrêta. Une question posée sur la gestion de crise. La réponse de Camille, retranscrite mot pour mot, attira son attention. Elle avait décrit une situation où elle avait dû licencier 2 collègues lors de la fermeture de la start-up, tout en assurant la continuité du service jusqu'à la fin. Elle avait dit « Je crois que la dignité ne s'achète pas, même quand on perd ». Étienne resta figé un moment sur cette phrase. Peu de candidats parlaient avec autant de clarté sur les revers de la vie professionnelle. Il sonna le responsable du recrutement, un homme efficace mais souvent pressé. Lorsque celui-ci entra, Étienne leva les yeux vers lui sans détour. « Je veux revoir la liste des candidats de la session d'hier, en particulier Camille Duret. »« Oui, monsieur Morel. Je croyais que le processus était clos. » « Il l'est, mais j'ai besoin de comprendre comment nous avons évalué certains profils. » L'homme acquiesça, un peu nerveux. Étienne n'était pas connu pour ses colères, mais pour son exigence. Quand il posait une question, c'est qu'il avait déjà repéré une faille. Elle a été écartée parce que le chef de projet estimait qu'elle manquait de projection stratégique, expliqua le responsable, et parce que d'autres candidats avaient des références plus récentes. Étienne haussa légèrement les sourcils. Manque de projection stratégique. Une expression commode quand on ne sait pas quoi dire, non? Le responsable hésita, puis répondit « Peut-être, mais elle n'a pas fait mauvaise impression, simplement, elle ne s'est pas démarquée. » Étienne referma le dossier lentement. C'est souvent ceux qui ne se démarquent pas au premier regard qui finissent par transformer les choses. L'homme resta silencieux. Étienne fit un geste signifiant la fin de la conversation et il sortit, visiblement soulagé. Resté seul, le directeur se massa les tempes. Il savait qu'il ne pouvait pas annuler une décision sur un simple pressentiment. Pourtant, il sentait qu'il devait creuser. Il demanda à son assistante de lui transmettre les enregistrements vidéo des entretiens, une procédure interne utilisée pour l'évaluation finale. Quand il ouvrit le fichier correspondant à Camille, l'écran s'illumina et il la vit. Elle portait un chemisier clair, les cheveux tirés, le regard concentré. Ses mains tremblaient un peu, mais sa voix était stable. Elle répondait avec simplicité, sans chercher à plaire. Quand elle parlait de travail d'équipe, elle ne récita pas les formules convenues. Elle parlait de responsabilité, d'entraide réelle. À la fin, elle avait remercié calmement, sans surjouer. Étienne coupa la vidéo et resta immobile. Il avait l'impression d'assister à quelque chose que les autres n'avaient pas su voir. Il nota mentalement qu'elle avait cette capacité rare à rester digne dans la fragilité, à parler vrai dans un monde saturé de façades. Il ouvrit son carnet de notes et griffonna « Revoir processus de sélection, revoir critères humains, trop de filtres automatiques. » Puis, après une hésitation, il écrivit « Camille Duret, potentiel non exploité. » Son téléphone vibra. Une réunion l'attendait avec le conseil exécutif. Il rangea les dossiers dans son tiroir, mais avant de quitter la pièce, il jeta un dernier regard vers la photo de CV. Son visage exprimait la fatigue, mais aussi quelque chose d'autre, une forme de persévérance silencieuse. En descendant l'escalier, il se surprit à penser à elle non plus comme à une candidate rejetée, mais comme à une possibilité inachevée, une pièce manquante dans un ensemble qu'il croyait complet. Il ne savait pas encore comment, ni quand, mais il pressentait que cette erreur ne resterait pas sans suite. Le réveil sonna à 7 heures,
Mais Camille était déjà éveillée depuis longtemps. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à réfléchir, les yeux ouverts dans l'obscurité, calculant les jours restants avant l'expulsion, évaluant mentalement les maigres options encore disponibles. Ce matin-là, pourtant, elle avait décidé de tenter une nouvelle piste. Une petite société de logistique installée à Bagnolet cherchait une assistante polyvalente. Ce n'était ni un rêve, ni un projet, mais un salaire possible, et c'était tout ce qui comptait. Elle enfila une tenue correcte mais simple, lissa rapidement ses cheveux et sortit, son CV imprimé dans une pochette plastifiée. En arrivant devant le bâtiment, une structure modeste coincée entre deux entrepôts, elle consulta une dernière fois l'adresse sur son téléphone. Elle entra, déclina son nom à l'accueil et patienta quelques minutes dans un couloir peu éclairé, où résonnaient les sons métalliques des monte-charges. Le sol était collant, l'air saturé d'odeurs de café froid et de poussière. Lorsqu'on l'appela, elle suivit un homme en chemise froissée jusqu'à un bureau étroit. Le recruteur, un quadragénaire au regard pressé, consulta à peine son dossier. Il regarda l'heure, fronça les sourcils. « Vous avez 5 minutes de retard, mademoiselle. » Ce n'est pas un bon début. Camille ouvrit la bouche pour s'excuser, mais il la coupa immédiatement. Quand on cherche du travail, on arrive à l'avance. Ici, ce n'est pas un centre de réinsertion. Elle sentit la chaleur lui monter au visage. Elle tenta de rester calme. « Je suis partie très tôt, mais la ligne de métro a eu une interruption. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est jamais le bon moment pour les excuses, surtout pas en entretien. Et pour être franc, je n'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un qui n'a pas su faire preuve de ponctualité. » Il repoussa son dossier vers elle, comme un objet qu'il voulait voir disparaître. Camille le regarda, interdite, les mains figées sur ses genoux. Elle voulait répliquer, dire qu'elle avait marché un quart d'heure sous la pluie, qu'elle avait passé la nuit à postuler partout, qu'elle avait besoin de cette chance plus que tout. Mais aucune phrase ne vint. La colère n'avait pas de place. Seulement l'humiliation. « Merci d'être venu », conclut-il d'un ton sec. Elle sortit sans un mot, le cœur battant, la gorge serrée. Une fois dans la rue, elle marcha sans direction, ses jambes mécaniques, la pochette serrée contre elle comme un bouclier inutile. Elle traversa un carrefour, descendit un boulevard puis finit par s'asseoir sur un banc près d'un petit square. Des enfants jouaient à quelques mètres, accompagnés de leur mère ou de leur nourrice. Le contraste entre leurs rires insouciants et sa réalité lui donna envie de disparaître. Elle posa la tête contre le dossier du banc, ferma les yeux. Elle se sentait vide. Une voix familière résonna dans son esprit, celle de Clara, lui disant encore et encore qu'elle devait arrêter de tout porter seule. Mais l'orgueil restait là, malgré tout. Camille voulait gagner, se relever, sans dépendre de personne. Pourtant, à cet instant, elle avait envie de tout laisser tomber, de rentrer, de dormir pendant des jours. Elle fouilla dans son sac, à la recherche d'un mouchoir, et réalisa que son petit carnet noir avait disparu. Celui dans lequel elle avait consigné ses objectifs, ses démarches, les questions posées à l'UMEA, les réponses préparées et les leçons tirées des précédents entretiens. Elle y tenait comme à une extension d'elle-même, un espace secret où elle laissait ses doutes, mais aussi ses éclairs de lucidité. Elle retourna sur ses pas en panique, revint vers l'arrêt de métro, fouilla le banc, inspecta ses poches. Rien. Ce n'était pas un objet de valeur pour les autres, mais pour elle, il représentait les efforts invisibles. Le carnet contenait tout ce qu'elle avait tenté de bâtir malgré la tempête. Elle resta là, debout, les yeux dans le vide, incapable de croire qu'elle avait perdu encore un morceau d'elle-même. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, vaincue, elle entendit une voix derrière elle. « Excusez-moi, vous n'auriez pas perdu ceci par hasard ?» Elle se retourna lentement et vit un homme en costume sombre, un manteau bien ajusté sur les épaules, tenant son carnet noir dans une main. Il avait le visage familier, mais elle n'arrivait pas à le replacer immédiatement. Il souriait légèrement sans insistance. « Je l'ai trouvé il y a quelques jours près de République. Je me suis dit que je tomberais peut-être sur son propriétaire. » Camille resta figée une seconde, puis s'avança. « Oui, c'est à moi. » Elle prit le carnet, le regard encore méfiant, mais sa voix trahissait une reconnaissance sincère. « Merci. Je ne pensais pas le revoir. » Il y avait un prénom à l'intérieur. « Camille, c'est bien cela ?» Elle hocha la tête. L'homme hésita comme s'il évaluait la situation. Il semblait pressé mais pas impoli. Il n'était pas agressif, juste curieux, peut-être un peu intrigué. Je me suis permis de lire 1 ou 2 pages pour essayer de retrouver son propriétaire.
J'ai vu que vous mentionniez Luméa, un entretien raté apparemment. Camille se tendit, prise au dépourvu. Oui, c'était un poste que je convoitais, mais visiblement je n'étais pas assez qualifié. Ou peut-être que vous êtes tombé sur un mauvais jour. Ça arrive, non? Il s'assit à côté d'elle, à bonne distance, sans imposer sa présence. Camille ne répondit pas. Elle fixait le carnet entre ses mains. Elle n'avait plus la force de parler de tout cela. Et pourtant, elle sentit que l'homme attendait autre chose qu'une réponse formelle. « Si vous avez 5 minutes, je vous offre un café. Pas pour parler boulot, juste pour compenser une journée difficile. » Elle leva les yeux vers lui. Son visage, cette fois, lui revint en mémoire. C'était l'homme qu'elle avait bousculé près de République, celui avec les papiers éparpillés sur le trottoir. Elle se souvenait de son calme, de son absence de reproche. « Vous étiez là ce jour-là. Vous vous en souvenez ?» Évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'on est percuté par une femme qui s'excuse en s'enfuyant. Il souriait à nouveau, mais sans moquerie. Camille hésita, puis se leva. « D'accord, un café. Mais juste un. Promis, c'est rien de plus. » Ils marchèrent côte à côte vers un petit bistrot à l'angle de la rue. Camille tenait son carnet comme un talisman retrouvé et pour la première fois depuis des semaines, elle sentait que quelque chose, aussi infime soit-il, venait de bouger. Le bistrot vers lequel ils se dirigèrent était modeste, coincé entre une supérette et un pressing, mais il avait ce charme désuet des cafés de quartier que le temps avait épargné. Les chaises en bois craquaient légèrement. Les nappes plastifiées affichaient des motifs géométriques délavés et une vieille radio grésillait doucement derrière le comptoir. Étienne s'arrêta devant la porte, tenant légèrement le battant pour laisser passer Camille. Elle hésita une fraction de seconde, puis entra sans un mot. Ils prirent place près de la vitrine, là où la lumière automnale filtrait à travers le verre embué. Étienne retira son manteau et le posa sur le dossier de la chaise. Camille, elle, garda sa veste. Elle avait toujours ce réflexe de ne pas s'installer vraiment, de rester en retrait, comme si chaque situation n'était que temporaire, comme si elle devait pouvoir partir à tout moment. Il commanda 2 cafés allongés sans demander son avis, ce qui aurait pu la déranger, mais elle choisit de ne pas s'en formaliser. Il y avait dans son attitude quelque chose de désarmant, une politesse discrète, une réserve inhabituelle chez ceux qui s'habillaient comme lui. Pendant quelques secondes, ils restèrent silencieux comme 2 étrangers réunis par hasard, liés par un objet oublié et un souvenir flou. Camille observait les passants à travers la vitre, son carnet serré entre les doigts. Elle n'arrivait pas à comprendre ce que cet homme cherchait exactement. Il n'avait pas l'air opportuniste, ni envahissant. Et pourtant, il était là. Pourquoi? « Je m'appelle Étienne, dit-il enfin. Étienne Morel. » Elle tourna la tête vers lui. Ce nom ne lui disait rien. Elle se contenta d'un hochement poli. « Camille. » Il sourit comme si ce prénom lui était déjà familier, puis il désigna le carnet. « Vous y avez mis beaucoup de vous, non? Ce n'est pas juste une suite de listes? »« Non, en effet, » répondit-elle, un peu sur la défensive. « C'est une manière de garder un peu de clarté dans le désordre. » Il acquiesça, sans insister. « Je comprends. On a tous besoin de ça, d'une forme d'ordre quand tout semble nous échapper. » Le serveur leur apporta les cafés et Camille le remercia d'un murmure. Le silence reprit sa place, mais il était moins pesant cette fois. Étienne observait Camille, sans insistance, simplement avec attention. Il avait remarqué, dès le premier instant, sa façon de retenir ses gestes, de parler à mi-voix, comme si elle avait peur d'occuper trop d'espace. Il connaissait ce genre d'attitude. Il savait ce que signifiait cette retenue, une accumulation d'échecs, de regards condescendants, d'occasions manquées. « Vous savez, dit-il doucement, j'ai revu votre carnet plusieurs fois, et je crois que vous avez une manière très particulière d'aborder les choses. Ce n'est pas juste technique. Il y a quelque chose d'humain dans votre regard sur le travail. » Camille fronça légèrement les sourcils. Elle ne comprenait pas pourquoi il parlait ainsi. Elle ignorait toujours qui il était réellement. Pour elle, il restait un homme bien habillé, attentif, peut-être un peu trop intéressé pour être désintéressé. Elle le regarda plus franchement. « Vous l'avez lu donc? Même ce que je n'ai pas écrit pour être lu? » « Seulement ce qui m'a permis de vous retrouver, répondit-il sans détour. Mais ce que j'y ai vu m'a suffi pour comprendre que vous êtes quelqu'un qu'on n'écoute pas assez. » Elle détourna les yeux. Ce genre de phrase lui faisait plus de mal que de bien. Elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait une opportunité, mais pas au prix de son intégrité. « Vous ne savez rien de moi. » « C'est vrai, admit-il.
mais je vous écoute. Et parfois, c'est un bon début. Le ton n'était ni condescendant ni creux. Il n'essayait pas de la séduire ni de la convaincre. Il parlait simplement, avec cette retenue naturelle qui désarmait plus que les compliments. Camille but une gorgée de café. Le goût était amer, mais elle s'y accrocha. Elle ne savait pas encore si elle devait lui faire confiance, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue, non pas comme une case à cocher sur un CV, mais comme une personne. Elle décida alors de poser une question simple, directe. « Pourquoi avez-vous pris la peine de garder ce carnet et de me le rendre ?» La plupart des gens l'auraient ignoré. « Parce que j'ai été curieux au début, puis parce que ça m'a parlé. » Elle le scruta plus attentivement. Il ne fuyait pas son regard. Ce calme, cette précision dans les mots. Camille sentit qu'il ne jouait pas un rôle. Il n'avait pas l'air de vouloir lui vendre quoi que ce soit. Juste être là. Elle reposa sa tasse, plus à l'aise. « Et vous faites quoi exactement ?» Il sourit. « Je travaille dans la tech. Je dirige une entreprise. » Elle haussa un sourcil, légèrement surprise. Son apparence le trahissait un peu, mais elle n'avait pas imaginé un poste aussi haut placé. Et lui, comme pour éviter d'en dire trop, ajouta « Disons que j'essaie de maintenir une cohérence entre l'innovation et ce qu'elle doit servir. Ce qui est rare, dit-elle sans réfléchir. Ce qui est difficile, corrigea-t-il doucement. Un silence s'installa, mais cette fois, il n'était ni gêné ni lourd. Camille observait le fond de sa tasse, pensant à tout ce qui lui était arrivé ces dernières semaines, à l'entretien chez Luméa, à cette journée où elle avait failli tout abandonner. Et maintenant, elle était là, face à cet homme, dans un café banal, avec la sensation étrange que quelque chose, pour une fois, ne la rejetait pas. « Vous savez, reprit-elle doucement, je ne cherche pas qu'un poste. Je cherche à me reconstruire, à avoir une place. Et parfois, on a l'impression qu'il n'en reste plus. On vous a juste donné l'impression que vous ne la méritiez pas. Ce n'est pas la même chose. » Elle ne répondit pas. Elle sentit une émotion monter, mais la refoula aussitôt. Ce n'était ni le moment, ni la personne pour se montrer vulnérable. Et pourtant, elle le regarda avec une forme de reconnaissance silencieuse. Le serveur vint poser l'addition. Étienne la régla rapidement. Ils sortirent ensemble, le froid saisissant les accueillit à la porte. « Merci pour le café, dit-elle. « Merci pour la conversation. » Elle fit quelques pas puis s'arrêta. « On se revoit ?» Il haussa les épaules. « Cela dépend de vous. » Elle hocha la tête. Pour la première fois depuis longtemps, c'était elle qui avait le choix. Camille passa la soirée à chercher des offres d'emploi comme à son habitude, le regard figé sur l'écran de son ordinateur portable, posé sur la petite table de cuisine. Elle cochait des cases, remplissait des formulaires automatisés, reformulait encore et encore les mêmes phrases, dynamique, motivée, force de proposition. Chaque clic lui donnait l'impression de s'éloigner un peu plus de quelque chose de concret. Pourtant, un détail la dérangeait, une sorte de fil invisible qu'elle sentait toujours tirer derrière elle, la rencontre avec Étienne. Ce moment dans le café lui revenait par flash silencieux. La façon dont il la regardait, pas avec condescendance, mais avec cette étrange attention. Son calme, ses mots choisis. Tout cela semblait avoir un poids qu'elle n'arrivait pas à identifier. Elle n'avait pas son numéro, seulement un prénom et un nom. Étienne Morel. Ce n'était ni un pseudonyme ni une identité vague. Elle l'avait entendu distinctement quand il s'était présenté. Alors, presque machinalement, elle tapa son nom dans la barre de recherche de son navigateur. Ce n'était pas de la curiosité mal placée, mais un besoin soudain de mettre une structure autour de cette silhouette encore floue. Elle pensait tomber sur un profil quelconque, un consultant peut-être, un cadre supérieur. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Étienne Morel, directeur général de Luméa. Elle cliqua sur le premier lien, un article du Figaro datant de quelques mois. La photo ne laissait aucun doute. C'était bien lui. Veste ajustée, regard sérieux, ton posé. L'article décrivait son parcours, de ses débuts modestes à son ascension dans le monde de la technologie. Elle défila plus bas, entretiens, conférences, photos d'événements. Étienne était l'un des visages les plus visibles de l'écosystème tech parisien. Et c'était lui, l'homme du café, celui qui avait retrouvé son carnet, celui avec qui elle avait parlé sans détour de son entretien raté. Chez Luméa, un mélange de stupeur et de colère la traversa. Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Pourquoi s'était-il présenté comme un inconnu, comme quelqu'un de simple, presque extérieur à tout ça? Elle sentit son cœur battre plus vite,
Une bouffée de honte mêlée de méfiance lui traversa l'estomac. Elle avait parlé librement, trop librement. Elle avait exposé ses échecs, ses peurs, ses frustrations à celui qui dirigeait l'entreprise qu'il avait rejetée. Elle se leva brusquement, repoussant la chaise, et ferma l'ordinateur avec plus de force que nécessaire. Elle marchait à grands pas dans le studio, ses pensées s'entrechoquant sans ordre. Était-ce un jeu? Une mise à l'épreuve? Une manière tordue de l'évaluer en dehors du cadre de l'entretien? Elle se rappelait avoir pensé qu'il l'écoutait comme peu de gens l'avaient fait. Était-ce sincère ou était-ce seulement un artifice bien rodé? Elle revoyait son visage au moment où elle avait parlé de la dignité, du sentiment d'injustice. Et maintenant, tout prenait une autre dimension. Elle avait été honnête, sans filtre, croyant s'adresser à un inconnu, et lui avait choisi de taire sa fonction. Cela lui donnait un ascendant, un pouvoir silencieux sur tout ce qu'elle avait partagé. Elle se sentait trahie, prise au piège d'une conversation qu'elle croyait équilibrée. Elle pensa à lui écrire, mais elle n'avait aucun moyen de le contacter. Elle ne voulait pas non plus passer par les réseaux sociaux professionnels. Cela aurait officialisé un échange qu'elle n'était même plus certaine de vouloir poursuivre. Elle resta debout un long moment, devant la fenêtre, à regarder les lumières des autres appartements, les ombres qui passaient derrière les rideaux. Elle tenta de se rappeler les moments où elle avait eu l'intuition qu'il n'était pas tout à fait un simple inconnu. Peut-être son assurance discrète, sa manière d'observer plus qu'il ne parlait. Mais elle n'avait pas deviné. Elle s'en voulait de ne pas avoir su voir, et en même temps, elle ne pouvait pas tout deviner. Il lui avait donné peu d'indices. Le lendemain matin, elle se leva sans réveil, les pensées encore brouillées par la découverte de la veille. Elle se sentait blessée, mais aussi en colère contre elle-même d'avoir laissé entrer quelqu'un si vite, même brièvement. Elle tenta de reprendre sa routine, de s'accrocher à des gestes simples. Elle envoya 2 candidatures, répondit à un message de Clara, balaya le studio, rangea ses papiers, tout pour ne pas penser à lui. Mais bien sûr, elle pensait à lui. À la fin de l'après-midi, en triant ses mails, elle trouva un message inattendu. L'adresse ne lui disait rien de précis, mais l'objet était clair. À propos de notre conversation, Étienne. Elle hésita plusieurs secondes avant de l'ouvrir. Il n'y avait pas de fichier joint, juste quelques lignes. Camille, je comprends que vous ayez pu être surprise, voire déçue, en découvrant qui je suis réellement. Ce n'était pas une ruse. Ce n'était pas prémédité. Je vous ai croisé par hasard, et à ce moment-là, je n'ai pas voulu que mon titre prenne toute la place. J'avais besoin de comprendre quelque chose. J'espère que vous pourrez un jour croire que cette rencontre avait de la valeur, indépendamment de mon rôle chez Luméa. Je reste disponible si vous voulez me parler. Étienne. Camille relut le message plusieurs fois. C'était simple, sans justification inutile. Mais c'était aussi une reconnaissance claire de son choix de se taire, de la laisser dans l'ignorance. Elle ne savait pas encore si elle était prête à lui répondre. Une partie d'elle voulait crier, l'accuser de manipulation. Une autre voulait comprendre ce qu'il avait vraiment vu en elle et pourquoi il avait choisi de revenir. Elle n'écrivit rien ce soir-là. Elle posa son téléphone, alluma une lampe et ouvrit une page blanche dans son carnet. Pour la première fois depuis des jours, elle écrivit sans but immédiat, juste pour elle, pour essayer de trier ce qui la bouleversait tant. Elle ne savait pas ce que cette rencontre allait devenir, ni même si elle souhaitait la poursuivre. Mais elle comprenait une chose, tout venait de changer. Camille relut une dernière fois le message d'Étienne avant de fermer brusquement l'écran de son téléphone. Depuis plusieurs jours, elle s'efforçait de ne pas penser à lui, d'effacer de sa mémoire ce café, cette conversation, ce moment d'attention presque trop précis. Mais à présent, avec ces mots qu'il lui avait écrits, quelque chose se fissurait dans sa colère. Ce n'était pas un aveu, pas une confession émotionnelle, mais une explication posée, sobre. Et c'était précisément cette retenue qui la troublait davantage. Il n'avait pas nié, il n'avait pas plaidé sa cause. Il avait simplement reconnu le fait. Il avait choisi de ne pas dire qui il était. Et il assumait. Pendant plusieurs heures, elle tenta de se convaincre qu'il ne méritait pas de réponse. Qu'un homme qui dirigeait une entreprise aussi puissante n'avait pas à jouer les inconnus dans un café de quartier. Elle se disait que c'était une forme de manipulation, un stratagème social, une manière de la tester peut-être, de l'observer à nu, sans barrière. Mais au fond d'elle, une autre voix murmurait une chose plus dérangeante encore. Et si ce qu'il avait cherché, ce n'était pas une évaluation mais une respiration.
une façon de se montrer lui aussi, sans les murs de sa fonction? Elle décida finalement de lui répondre, non pas parce qu'elle lui pardonnait, mais parce qu'elle voulait comprendre. Le lendemain, elle écrivit un message court, direct, sans détour. « J'aimerais vous parler, en personne. Pas dans un café cette fois, je veux des réponses. » Elle ne s'attendait pas à une réponse immédiate, mais elle arriva moins d'une heure plus tard. « Dites-moi quand et où je serai là. » Elle proposa un banc discret dans le parc de Belleville, en fin de journée. Il accepta sans poser de questions. Le jour venu, elle s'y rendit un peu en avance, nerveuse, malgré elle. Le ciel était couvert, l'air humide. Elle s'assit sur le banc, les mains croisées sur les genoux. Lorsqu'elle le vit arriver, elle sentit une tension monter en elle, un mélange d'appréhension et de rage retenue. Il s'approcha sans sourire, vêtu de manière moins formelle que d'habitude, un manteau sombre, une écharpe grise. Il s'assit à ses côtés, laissant un espace entre eux. « Merci d'être venu », dit-il calmement. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le fixa quelques secondes, puis parla d'une voix ferme. « Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Dès le début, vous saviez qui j'étais. Vous saviez que j'étais une candidate rejetée. Vous saviez ce que ce refus représentait pour moi. »« Oui, » admit-il, « et je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas que ce soit ça le centre de notre échange. » Elle eut un rire bref, amer. « Vous ne vouliez pas? Et moi, je n'avais pas le droit de le savoir? Vous m'avez écouté me mettre à nu sans même me prévenir que vous étiez le patron de ceux qui m'ont jugé. Ce n'était pas prévu. Je vous ai reconnu après coup, en voyant votre nom dans les dossiers. Je vous ai croisé dans la rue. Et ce que j'ai vu sur votre visage m'a interpellé, pas en tant que recruteur, en tant qu'homme. Et ce jour-là, j'ai eu envie d'écouter, pas de jouer un rôle. » Camille détourna le regard. Elle luttait contre l'envie de le croire. Parce qu'une part d'elle voulait encore pouvoir croire à la sincérité. « Vous avez relu mon dossier. Vous avez vu que j'avais été écarté. Et vous avez quand même gardé le silence. Vous auriez pu faire quelque chose, réagir. J'ai relu votre dossier, oui. Et j'ai vu qu'il y avait eu une erreur de jugement, une de celles qui arrivent de plus souvent qu'on ne le croit. J'ai voulu comprendre pourquoi vous aviez été écarté. Et j'ai compris que c'était un mélange de rapidité, de fatigue, d'aveuglement institutionnel. Mais je ne pouvais pas revenir là-dessus sans que cela semble arbitraire. » Elle le fixa de nouveau, cette fois plus longuement. « Et vous avez trouvé quoi en me parlant comme à une inconnue ?» Il hésita un instant, puis répondit « J'ai vu quelqu'un qui n'a pas été entendu, quelqu'un dont la lucidité mérite d'avoir une place. Et j'ai vu une femme épuisée, mais encore debout. Et je me suis rappelé que j'avais été à votre place il y a longtemps, rejeté, invisible, bousculé par des décisions prises sans qu'on vous regarde vraiment. » Camille sentit un frisson lui traverser l'échine. Ce n'était pas tant ce qu'il disait que la manière dont il le disait. Il ne cherchait pas à se défendre. Il partageait quelque chose, une mémoire, une trace. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle avait imaginé des excuses, peut-être des justifications, pas cette forme d'écho. Vous avez aussi caché votre pouvoir. Et ça, ce n'est pas rien. Je l'ai mis de côté, oui, parce que je voulais savoir ce qui restait quand je ne suis plus ce qu'on projette sur moi. Je ne le fais jamais. Mais avec vous, je me suis surpris à vouloir juste parler. » Elle resta silencieuse un moment, puis soupira. « Et maintenant, vous attendez quoi? Que je vous remercie? Que je sois flatté d'avoir été remarqué par le PDG? Non, je n'attends rien. Je veux juste que vous sachiez que cette rencontre n'a pas été un test, ni une mise en scène, et que si vous le permettez, je voudrais trouver une manière de réparer ce qui a été mal fait. » Elle le regarda longtemps, sans rien dire. Elle voyait en lui une part d'humanité qu'elle n'avait pas anticipée, mais elle voyait aussi l'asymétrie de leur position. Il était puissant, respecté, à l'abri. Elle luttait encore pour payer son loyer. Il n'y avait pas d'égalité entre eux. Et pourtant, dans cet instant précis, il n'y avait pas non plus de domination. Il y avait seulement deux personnes assises sur un banc avec leurs erreurs, leur silence, leur volonté de mieux faire. « Je ne sais pas si je peux vous croire », murmura-t-elle. « Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de continuer à être vous, même si c'est contre moi. » Elle détourna les yeux une dernière fois. Puis, elle se leva doucement. « On verra. » Elle partit sans se retourner, le cœur encore serré mais moins lourd. Elle ne savait pas où cela l'amènerait, mais elle savait qu'elle n'était plus la même que quelques semaines plus tôt. Quelque chose avait commencé à se déplacer en elle, lentement, discrètement.
Les jours qui suivirent la conversation au parc de Belleville se déroulèrent dans un étrange entre-deux pour Camille. Elle continuait à consulter des offres d'emploi, à envoyer des candidatures, à relancer des contacts dans l'espoir d'un bout de projet qui pourrait enfin prendre racine. Pourtant, chaque fois que le téléphone sonnait ou qu'un courrier arrivait, son esprit revenait à cette rencontre avec Étienne Morel, directeur général de l'Ouméa. Elle n'était plus simplement la candidate rejetée, elle se trouvait en position d'attente. Une proposition semblait désormais possible, mais elle ne savait pas encore laquelle. Ce matin-là, elle se rendit dans un café-terrasse à proximité de son studio à Montreuil pour réfléchir. Le lait chauffait dans la petite cafetière, le bruit subtil des tasses se mêlait au ronflement lointain des bus. Elle ouvrit son carnet noir, désormais presque vide des rustines d'urgence, plus prête à accueillir des idées qu'à contenir des listes de survie. Elle écrivit « Quel type d'opportunité mériterais-je vraiment ?» Elle regarda autour d'elle. Des jeunes femmes tapotaient sur leurs ordinateurs, embauchées ou en transition. L'odeur du brie chaud flottait dans l'air. Elle respira profondément, puis ferma le carnet. Elle savait que l'instant était en train de changer. Quelque chose de plus grand, peut-être de plus durable, se profilait. À 11 heures, son téléphone vibra. Le nom d'Étienne s'afficha. Elle prit une profonde inspiration. Son cœur se mit à battre légèrement plus vite. Il dit simplement « Je souhaiterais vous inviter à une réunion informelle avec mon équipe Innovation mercredi à 14 heures. Aimeriez-vous y assister ?» Camille resta silencieuse un moment. « Où ?» questionna-t-elle finalement. « Dans nos locaux rue Oberkampf. Uniquement discussion, pas d'engagement. » Elle acquiesça, sans savoir si elle devait sourire, fuir ou refuser. Elle accepta. Mercredi arriva. Elle entra dans l'immeuble vitré de l'Ouméa. Le badge qu'on lui avait remis à l'accueil lui donna un sentiment étrangement solennel. Elle salua timidement 2 personnes dans le hall, puis monta à l'étage dédié à l'innovation. L'espace était ouvert, lumineux, les murs peints en blanc cassé, des planches de bois clair, des écrans encastrés. Une équipe diversifiée y travaillait, certains sur des tablettes, d'autres autour d'un tableau blanc rempli de post-it jaunes. Elle prit place près d'un coin bibliothèque et respira. Elle ne ressentit ni soumission ni excitation, juste une sorte de calme déterminé. Étienne fit une brève introduction. Il ne mentionna pas directement qu'elle était là en tant que candidate rejetée. Il dit « Merci d'être présente. J'aimerais que vous partagiez votre regard sur ce que nous faisons ici. » Elle écouta les autres présenter des idées. Automatisation des services, intelligence artificielle appliquée aux collectivités, gamification des usages. Elle attendit son tour. Quand il arriva, elle parla. Elle ne déroula pas un discours préparé. Elle parla de ce qu'elle connaissait, de son ancienne start-up, de la gestion participative, de l'importance de l'humain derrière l'outil. Elle expliqua que les solutions ne devaient pas uniquement réduire les coûts, mais aussi renforcer un sentiment de communauté, de responsabilité. Le silence qui suivit ces mots fut bref, mais profond. Un des chefs de projet lui demanda « Comment imaginez-vous cela dans un produit concret ?» Elle répondit avec clarté, évoquant une interface simple, un tableau de bord transparent pour les utilisateurs, une rétroaction claire sur l'impact de leur participation. Elle remarqua les regards, les gestes d'approbation à travers la salle. Étienne lui sourit. Après l'atelier, ils descendirent au rez-de-chaussée pour un café. Étienne s'adressa à elle en privé. « J'ai une proposition à vous faire, pas un poste standard. Je voudrais que vous dirigiez un projet pilote. Vous serez responsable d'une petite équipe, 4 personnes, pour développer ce que nous avons commencé de voir, avec un budget, un calendrier et votre vision. » Le monde de Camille vacilla un instant. Elle sentit une impulsion, un mélange de fierté et de peur. Elle pensa à ses factures, à la semaine de loyer imminente, à ses nuits d'insomnie. Elle pensa aussi à ce qu'il avait dit. « Continuez à être vous, même si c'est contre moi. » Elle releva la tête. « Je ne comprendrais pas si c'était une faveur, précisa-t-elle. Je veux être choisie pour mes compétences, pas pour autre chose. » Étienne hocha la tête. « Ce n'est pas une faveur. Je l'ai demandé parce que vous avez un regard que nous ne trouvons plus, et je veux que ce projet soit transparent. Chaque étape, chaque décision, vous serez évalué sur ce que vous produisez. » Elle se recula d'un soupir long. Ce qui était proposé redéfinissait tout. Cela bousculait son identité, ses peurs, mais aussi ses rêves. Il ne s'agissait plus de postuler, d'espérer que quelqu'un un jour lui réponde.
Il s'agissait maintenant de produire, de diriger, de transformer. Elle accepta mais imposa une condition. « Je veux que ce soit public, que l'annonce indique que je suis sélectionné après un processus ouvert, pour mes idées et mon travail, pas pour être associé à un directeur. » Étienne réfléchit, puis il sourit. Accordé. Le lendemain, la nouvelle fut diffusée en interne. L'Uméa lance un projet pilote, Collectivité Plus, dirigé par C. Duret. 4 personnes, budget de 6 mois. Camille lut l'annonce sur l'intranet de l'entreprise. Son nom s'affichait à côté de celui de l'Uméa, sans l'appeler la collaboratrice, la candidate. Elle se permit un sourire, discret mais vrai. Elle comprit que ce n'était pas seulement une opportunité, c'était un tournant. Mais elle ressentait aussi le poids de l'enjeu. Les regards allaient se poser sur elle. Certains penseraient qu'elle avait été pistonnée. Elle savait que les réseaux sociaux allaient en parler. Elle savait qu'il y aurait des murmures. Elle revit sa dernière audition ratée chez l'Uméa, les notes du recruteur, la fatigue dans son visage. Elle sentit soudainement un mélange d'adrénaline et de gravité. Elle rentra chez elle, le soir, le mot de passe pour le projet affiché sur un post-it sur son écran. Elle ouvrit une nouvelle feuille dans son carnet. Elle écrivit « Projet collectivité plus 6 mois. Objectif, indicateur, équipe ». Elle nota aussi « Commencer par les utilisateurs, pas par la technologie ». Elle ferma le carnet. Elle regarda autour d'elle dans le petit studio, les factures attendues, la mise en demeure, la peinture écaillée sur le volet. Tout cela existait encore. Rien n'était effacé. Mais quelque chose s'était déplacé. Elle n'était plus spectatrice. Elle était actrice. Avant de s'endormir, elle passa par la fenêtre. Les lumières de Montreuil semblaient plus proches que jamais. Elle pensa à demain, aux premières réunions, aux questions délicates qu'on allait lui poser. Elle pensa aussi à Étienne et à cette phrase qu'il avait glissée « Continuez à être vous ». Elle ferma les yeux, consciente qu'elle entrait dans une phase nouvelle. Ce n'était pas encore la réussite. C'était le premier acte d'une reconstruction. Et cela suffisait pour ce soir. Les premiers jours du projet Collectivité Plus furent d'une intensité rare pour Camille. Dès son arrivée dans les locaux de l'Uméa, on lui remit un badge temporaire, une adresse e-mail professionnelle et un espace de travail partagé avec les 4 collaborateurs choisis pour l'accompagner. Elle passa la matinée à prendre connaissance des outils, des calendriers, des budgets alloués. Il n'y eut pas de cérémonie, pas de discours d'accueil. Juste un bonjour formel du directeur administratif et un court message d'Étienne sur le canal interne. Bienvenue à Camille Duret, responsable du projet pilote. Nous comptons sur sa vision pour faire avancer notre réflexion. Rien de plus. Et pourtant, dans cette concision se trouvait déjà un changement. Elle n'était plus la candidate refusée, elle était celle qu'on attendait. Mais dès le 3e jour, les premiers signes de tension apparurent. Une publication anodine sur un réseau social professionnel signalait son arrivée dans l'équipe innovation. Sous la publication, les commentaires s'enchaînèrent rapidement. Certains saluaient l'audace du choix, la fraîcheur du profil. Mais d'autres, plus nombreux et insidieux, posaient des questions implicites. Recrutement interne ou recommandations bien placées. C'est étrange. Aucune communication sur le processus de sélection. Nouvelle venue, mais déjà à la tête d'un projet. Intéressant. Camille les lut sans réagir d'abord, mais le lendemain, plusieurs messages directs atterrirent dans sa boîte mail, certains anonymes, d'autres signés. Tous suggéraient qu'elle n'avait pas été choisie pour ses compétences. Elle lut des phrases comme « Il faut plus que de l'empathie pour diriger un projet » ou encore « Une belle vitrine pour l'Uméa, mais où est le mérite ?» L'un d'eux, particulièrement dur, affirmait « On sait tous pourquoi vous êtes là ». Elle resta figée devant son écran. La honte, la colère et la peur s'entremêlèrent. Elle avait exigé que le processus soit transparent, elle avait voulu être évaluée sur son travail, et voilà que tout ce qu'on retenait, c'était le soupçon d'un favoritisme invisible. Elle pensa à écrire un message public, à rétablir les faits, mais elle savait que cela ne ferait qu'alimenter la machine. Elle savait aussi que se défendre, dans un espace où la méfiance dominait, pouvait facilement être perçue comme une confirmation des accusations. Elle attendit la fin de la journée pour en parler à Étienne. Ils se retrouvèrent dans une salle de réunion vide, tard le soir, les couloirs déjà silencieux. « Les réseaux s'enflamment, dit-elle d'un ton plat. Vous l'avez vu ? Oui, je m'y attendais. Elle serra les mâchoires. Vous vous y attendiez, mais moi, je ne l'étais pas.
Je pensais qu'en travaillant dur, en faisant mes preuves, j'aurais au moins droit à une chance d'exister dans ce poste. Vous avez cette chance, et vous êtes en train de la saisir. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de projeter leurs doutes. Vous ne les convaincrez pas par un communiqué, seulement par le temps. Elle le regarda longuement, sans cacher sa déception. C'est facile pour vous de dire ça. Vous n'avez pas à prouver que vous méritez votre poste. Vous l'avez déjà. C'est faux, répondit-il calmement. Chaque décision que je prends est scrutée, interprétée. Je vis avec ça tous les jours. Et parfois, ce que je fais de plus juste est aussi ce qui me coûte le plus cher. Comme maintenant. Elle sentit que ses propos ne venaient pas d'un automatisme managérial, mais d'une expérience vécue. Elle baissa les yeux. Je me demande si je ne devrais pas tout arrêter. Revenir à une recherche classique. Cette place est devenue un fardeau. C'est justement parce qu'elle est difficile qu'elle vaut quelque chose, Camille. Si vous partez maintenant, ce ne sera pas un retour en arrière, ce sera une abdication. Et vous savez au fond que vous n'avez pas fait tout ce chemin pour abandonner au premier obstacle. Elle resta silencieuse. Elle ne savait plus si elle était en colère contre ceux qui la jugeaient ou contre elle-même de leur laisser autant de pouvoir. Étienne s'approcha, mais ne la toucha pas. Il se contenta de murmurer « Ne vous laissez pas définir par le regard des autres. Vous savez ce que vous valez. » Elle sortit sans répondre, traversa les couloirs comme une ombre. Elle rentra chez elle, épuisée, mais incapable de dormir. Elle ouvrit son carnet et écrivit seulement 3 mots. « Est-ce que j'ose ?» Le lendemain, elle arriva plus tôt que d'habitude. Elle convoqua une réunion avec son équipe, expliqua que le projet serait ouvert à l'évaluation externe, que toutes les étapes seraient documentées, que le moindre écart serait assumé publiquement. Elle confia même aux membres de son équipe un droit de contestation sur ses décisions majeures. Ce geste fut accueilli avec surprise, mais aussi avec respect. Peu à peu, les regards changèrent. Pendant 2 semaines, Camille travailla jour et nuit. Elle coordonna les tâches, répondit aux questions, ajusta les orientations techniques. Elle ne se défendit jamais publiquement contre les rumeurs. Elle les fit taire par la qualité de son engagement. Les premiers prototypes de la plateforme prirent forme, et les utilisateurs-testeurs, choisis parmi de petites collectivités partenaires, envoyèrent des retours enthousiastes. Un vendredi soir, alors que l'équipe fêtait une première validation d'étape, Étienne entra dans la salle, discrètement. Il ne prit pas la parole. Il se contenta d'observer. À la fin, alors que Camille rangeait les derniers dossiers, il s'approcha. « Vous avez trouvé votre propre manière de répondre, et elle est bien plus puissante que n'importe quelle justification. » Elle hocha la tête. Elle ne souriait pas, mais ses yeux étaient moins tendus. « Je n'ai pas envie d'être un symbole. Je veux juste être utile. Vous êtes déjà bien plus que cela. Vous êtes un exemple. » Elle baissa les yeux, presque gênée. « Et entre nous ?» demanda-t-elle après un silence. Étienne inspira longuement. « Entre nous, il n'y a rien de défini. Et c'est peut-être ça, la meilleure base possible. » Elle acquiesça. Rien ne devait être précipité. Ni leur lien, ni la suite du projet, ni la manière dont elle reconstruisait sa place dans le monde. Une étape après l'autre. Mais cette fois, ce serait à ses conditions. Camille se leva ce matin-là sans que la sonnerie ne l'y oblige. Il était à peine 6h30, et la lumière encore grise de l'aube glissait à peine entre les volets de son studio. Elle n'avait pas bien dormi, mais l'énergie était là, nouvelle, plus stable. Sur la table basse, les feuilles de notes s'empilaient, compte rendu de réunion, croquis d'interface utilisateur, messages de testeurs volontaires, retours d'expérience. Le projet avançait, plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. L'équipe s'était soudée autour d'une volonté commune, faire émerger un outil utile, simple, concret. Et elle, malgré les doutes initiaux, s'était imposée comme une leader respectée, écoutée non pas pour sa position, mais pour la clarté de ses décisions. Mais plus le projet gagnait en visibilité, plus le bruit autour d'elle grandissait. Les réseaux sociaux avaient commencé à relayer son nom. Un article sur un site spécialisé l'avait même qualifié de « pari audacieux » de la part de l'Uméa. Un autre, plus venimeux, parlait d'un choix sentimental au bénéfice d'une relation floue entre une ex-candidate et le PDG. Ce mot, flou, avait été utilisé avec précision. Il ne disait rien tout en insinuant tout. Camille avait lu cet article le soir même, seule, dans son studio, et il lui avait fallu plusieurs heures pour contenir la colère. Non pas qu'elle se sentît coupable de quoi que ce soit, mais parce qu'il réduisait à une simple histoire personnelle,
ce qui relevait d'un choix professionnel assumé. Elle en avait parlé à Étienne, brièvement, lors d'un déjeuner en dehors des bureaux. Il avait écouté en silence, sans tenter de minimiser. « Tu peux refuser cette exposition », avait-il dit. « Personne ne te force à la porter. Et alors, je laisse les autres décider de ce que je suis? Je laisse les articles me définir? Non. Mais tu choisis aussi de ne pas jouer selon leurs règles. » Camille avait hoché la tête. Elle comprenait ce qu'il voulait dire, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Les regards au sein même de l'entreprise étaient devenus plus prudents, parfois suspicieux. Elle sentait que certains collègues attendaient sa première erreur pour confirmer leurs soupçons. Elle aurait pu se protéger, se mettre en retrait, ne plus répondre aux questions de la presse, déléguer plus de décisions. Mais au lieu de cela, elle décida de faire exactement le contraire. Le lundi suivant, elle convoqua une réunion avec les responsables des autres pôles. Devant une vingtaine de personnes, elle présenta l'état du projet, ses choix, ses doutes aussi. Elle expliqua comment les retours utilisateurs guidaient chaque ajustement, comment l'équipe ajustait les indicateurs de suivi, comment le budget était dépensé. Elle parla sans chercher à convaincre, seulement à exposer les faits, avec une transparence totale. À la fin de sa présentation, elle conclut « Vous pouvez penser ce que vous voulez de mon parcours, mais ce que je fais ici, je le fais pour que ça fonctionne, pour que les utilisateurs trouvent du sens à ce qu'on développe. Je ne demande pas la confiance. Je demande de regarder ce qu'on produit. Le reste ne m'intéresse pas. » Il n'y eut pas de tonnerre d'applaudissements, ni de compliments excessifs, mais il y eut un silence respectueux, une écoute attentive, et plus important encore, des réponses, des propositions concrètes d'interconnexion avec d'autres services, des suggestions d'amélioration, des invitations à collaborer. Ce jour-là, Camille rentra chez elle sans ressentir le poids habituel des attentes. Elle savait que les rumeurs continueraient, que certains ne changeraient jamais d'avis. Mais elle savait aussi que les faits commençaient à parler pour elle. Dans les semaines qui suivirent, elle poursuivit le travail avec plus de calme. Elle délégua davantage, encouragea les membres de son équipe à prendre la parole en public, à signer les documents officiels, à participer aux présentations. Elle ne cherchait pas à centraliser l'attention, mais à construire une légitimité collective. Petit à petit, l'étiquette de protégée du PDG céda la place à celle de porteuse de projets efficaces. Étienne, de son côté, resta à distance. Ils se croisaient lors des réunions stratégiques, échangèrent des emails précis, parfois un message plus personnel le soir, mais ils avaient cessé de se voir en dehors du travail, non pas par désintérêt, mais par nécessité. Ils savaient l'un comme l'autre que tout rapprochement précipité pouvait tout gâcher. Ils avaient choisi de construire lentement, à part égale. Un vendredi soir, alors que l'équipe célébrait l'approbation d'un budget pour le déploiement pilote dans 2 collectivités partenaires, Camille resta seule quelques minutes dans la salle de réunion. Elle regardait les tableaux remplis de post-it, les écrans encore allumés, les tasses de café abandonnées. Elle pensa à ce qu'elle avait traversé, les humiliations des entretiens, les nuits blanches, les menaces de mise à la rue. Et maintenant, elle était là, debout, non pas comme une survivante, mais comme une actrice d'un changement réel. Elle sortit sur la terrasse du bâtiment. Le vent était froid, mais supportable. Elle s'assit sur une chaise métallique, le regard tourné vers les toits de Paris. Elle prit son téléphone, ouvrit une conversation avec Clara et écrivit simplement « Je crois que je suis en train d'y arriver ». Elle n'attendit pas de réponse immédiate. Elle rangea le téléphone dans sa poche. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle ouvrit son carnet noir, celui qu'elle avait failli perdre dans la rue. Elle tourna les pages marquées de doutes, de ratures, de dates de relance, de formules de motivation. Puis elle en ouvrit une nouvelle. Elle écrivit « Ne pas oublier. Tu n'as pas été choisi. Tu t'es imposé. Et tu t'es relevé seul. » Elle reposa le stylo et resta immobile quelques instants, les mains posées sur le carnet fermé. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait désormais qu'elle avait les outils pour l'affronter, et cette certitude valait toutes les réponses du monde. Le jour du grand événement approchait. Le lancement officiel du projet Collectivité Plus devait se tenir dans un amphithéâtre de Nouméa, en présence de représentants d'entreprises partenaires, de membres de collectivités territoriales, de journalistes spécialisés et d'observateurs de l'écosystème numérique. Ce n'était pas une démonstration technique, c'était une présentation stratégique, une étape de validation publique, mais aussi un moment symbolique. Et Camille le savait. Depuis plusieurs jours,
Elle préparait son discours avec méthode, sans emphase, sans effet. Elle ne voulait pas impressionner, elle voulait expliquer, clarifier, partager ce que son équipe avait construit en quelques mois. Elle arriva 2 heures avant le début, vêtue simplement. Un pantalon noir, une chemise blanche, des chaussures plates. Pas de mise en scène. Elle s'était entraînée à parler avec calme, sans lire ses notes. Elle voulait que ses mots sortent d'elle sans être filtrés par le stress. L'équipe était déjà en place, les écrans branchés, les supports de présentation testés. Elle salua chacun d'eux individuellement, les remerciant pour leur engagement. Ils n'étaient pas nombreux, mais chacun avait porté une part du projet avec sérieux et patience. Peu à peu, la salle se remplit. Camille resta en coulisses, seule. Elle n'avait pas vu Étienne depuis plusieurs jours. Il n'était pas intervenu dans les préparatifs. Il lui avait laissé l'entière responsabilité de l'événement. Elle n'en savait pas davantage sur sa présence. Il ne lui avait rien promis, et elle ne lui avait rien demandé. C'était mieux ainsi. Leur relation, encore fragile, devait trouver un équilibre loin du regard des autres. Elle n'avait plus besoin qu'on la valide. Ce jour-là, elle se validait elle-même. Quand son nom fut annoncé, elle entra dans la salle sous une lumière douce. Aucune musique, aucune exagération. Juste un silence attentif. Elle marcha jusqu'à la scène, prit place derrière le pupitre, respira une fois profondément et commença « Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Camille Duret. Il y a quelques mois, j'étais une demandeuse d'emploi, sans perspective immédiate, avec un CV souvent mis de côté, des lettres sans réponse, des entretiens avortés. Aujourd'hui, je vous présente un projet que j'ai eu l'honneur de construire avec une équipe engagée, dans une entreprise qui m'a d'abord dit non. Ce que nous avons fait n'est pas un miracle. C'est le résultat de ce qui se passe quand on accorde du temps, de la confiance et de l'espace à ceux qu'on n'écoute pas d'habitude. » Elle enchaîna avec une présentation claire du fonctionnement de Collectivité Plus, la plateforme de concertation citoyenne, adaptée aux besoins locaux, les indicateurs d'engagement personnalisables, l'intégration simple avec les outils existants, la transparence des données. Elle montra des exemples concrets de retours utilisateurs, des témoignages de maires de petites communes, des captures d'écran de prototypes utilisés en conditions réelles. Le public restait silencieux, concentré. Elle ne cherchait pas l'émotion, seulement la clarté. Mais au fur et à mesure qu'elle parlait, on sentait dans la salle une forme de respect s'installer. Non pas seulement pour le projet, mais pour la manière dont elle le portait. Pas d'ego, pas de posture. Juste une femme debout, droite, crédible, légitime. En conclusion, elle dit « Ce projet est encore jeune, il peut échouer, il peut aussi évoluer. Ce qui compte, c'est ce qu'il représente. Une manière de penser la technologie non pas comme un produit à vendre, mais comme un lien à renforcer. Et pour cela, il faut commencer par écouter ceux qui n'ont pas la parole. » Elle se tut. Un court instant passa. Puis des applaudissements éclatèrent. Pas bruyants, mais prolongés, sincères. Elle descendit de la scène sans chercher à capter plus d'attention. Plusieurs personnes l'interpellèrent, lui tendirent la main, lui posèrent des questions. Elle répondit avec calme comme à son habitude. Son équipe vint la rejoindre. Ils échangèrent des regards de satisfaction, des signes discrets de soulagement. Le plus difficile était passé, et puis, au fond de la salle, elle le vit. Étienne. Il était debout, parmi les invités. Il ne s'était pas avancé. Il n'avait rien fait pour être visible. Mais il était là, les mains croisées, les yeux fixés sur elle. Lorsqu'elle croisa son regard, il ne sourit pas. Il hocha simplement la tête, une seule fois, comme pour dire « Tu y es arrivé ». Elle hocha la tête à son tour, sans geste de plus. Ils ne se parlèrent pas ce jour-là. Ce n'était pas nécessaire. Ce qu'ils avaient à se dire viendrait plus tard, ailleurs, loin des applaudissements, loin des micros. Dans les semaines qui suivirent, le projet continua à se développer. D'autres collectivités exprimèrent leur intérêt. Camille fut invitée à participer à des panels, à des tables rondes. Elle y allait avec prudence, toujours avec la même idée, transmettre sans s'imposer. Sa voix n'était pas devenue plus forte, elle était devenue plus écoutée. Et c'était cela, la vraie transformation. Son studio à Montreuil restait le même. Elle avait décidé d'y rester, au moins pour un temps. Il lui rappelait d'où elle venait. Les factures étaient désormais payées à l'avance. Elle n'était pas devenue riche, mais elle avait retrouvé la stabilité. Elle commença même à envisager de reprendre des études complémentaires, un master en gestion de l'innovation sociale.
pas pour changer de voie, pour approfondir ce qu'elle avait commencé. Un soir, elle retrouva Étienne dans un restaurant discret du 10e arrondissement. Ils parlèrent longtemps, pas seulement d'eux, mais de ce qu'ils avaient appris, de ce que la confiance exige, de ce que le pouvoir implique. Il n'y eut pas de déclaration, pas de promesse. Mais il y eut un accord silencieux. Ils se laissèrent du temps. Ils avanceraient l'un à côté de l'autre, sans pression, sans devoir justifier. Leur histoire n'avait pas été écrite à travers un coup de foudre ou un miracle professionnel. Elle s'était construite à partir d'un choc dans la rue, d'un silence trop long, d'un refus mal compris. Et c'est peut-être pour cela qu'elle était solide, parce qu'elle n'avait pas été voulue. Elle avait été construite, lentement, honnêtement. Le nouveau départ de Camille ne ressemblait pas à une victoire spectaculaire. Il ressemblait à une vérité simple. Quand on cesse de demander la permission d'exister, on commence à vivre vraiment.